Bienvenue sur EventCheck, le podcast où l'on parle groupe et événementiel. Ensemble, nous partons à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Je suis Clémence Ferraud, CEO de BookingCheck, et votre hôte sur ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'EventCheck. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des nouveaux membres de notre équipe, Anne-Claire, qui va venir s'occuper de votre succès chez BookingCheck. Tout un programme. Bienvenue Anne-Claire. Merci, bonjour à tous, bonjour Clémence, ravie de participer à ce podcast aujourd'hui. Avec plaisir, sous une chaleur de plomb. Tout à fait. L'été est là, même à Concarneau. Même en Bretagne, oui. Est-ce que tu nous racontes un petit peu ton parcours? Parce que toi, tu n'avais pas forcément décidé au départ de venir dans ces métiers de l'hôtellerie-restauration. Tout à fait, rien à voir. Même moi, mon grand rêve, c'était de devenir trader. Vraiment rien à voir avec l'hôtellerie. Après mon bac, je suis partie en fac d'économie et puis en master d'ingénierie financière. J'ai adoré ce milieu-là en théorie. Et puis à partir du stage et de la pratique, là, j'ai vu que ça coinçait, que c'était pas moi, en fait, vraiment pas moi. La chance que j'ai eue, c'est que je travaillais tous les étés dans ma belle Bretagne en tant que serveuse dans divers restaurants. Et j'ai fait une pause d'1 an. Je me suis dit, j'arrête tout. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux faire vraiment? Et donc, j'ai rejoint mes 2 passions, entre guillemets, de l'époque, parce que j'ai vraiment une révélation pour le service qui m'a permis de m'ouvrir et de me révéler. Moi qui étais une très, très, très grande timide, ça m'a permis de m'ouvrir vraiment l'esprit. Et donc de ma pause, donc j'étais en saison à l'époque d'hiver en montagne, j'ai passé des concours d'école hôtelière pour intégrer celle de Paris, avec un peu en tête de garder cette partie finance, donc toujours pas de commercial event en vue à ce moment-là, mais plutôt la finance pure. Et puis j'ai découvert le revenu management en hôtelière que je connaissais pas du tout. Parce que je trouve qu'il y a énormément de métiers qu'on connaît pas en hôtellerie avant de mettre les pieds dedans. Et donc ça a été vraiment une découverte à ce moment-là. Donc c'est devenu mon objectif de faire du RM. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, premier stage en réservation dans un très gros porteur parisien. En me disant comme ça, j'ai vu sur un peu tous les métiers, dont l'event. D'ailleurs, j'étais pas mal en échange avec eux. Et puis deuxième stage, effectivement, en revenu management dans un grand groupe pour découvrir les ficelles. Et ensuite, qu'est-ce qui t'amène vers la vente, les events? Alors, j'ai apprécié ce stage sur la partie découverte. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Un métier passionnant qu'est le revenu management, mais encore une fois, en fait, il y avait ce petit blocage qui, je me suis bien rendu compte que c'était pas un endroit où je m'épanouissais vraiment en termes personnels. J'avais pu rencontrer des commerciaux, forcément, parce qu'on échange beaucoup, et je me suis dit, il faut vraiment que je change. J'avais aussi un prof qui se reconnaîtra peut-être à l'école qui m'a dit, mais non, mais Anne-Claire, il faut que tu fasses du commercial, vraiment, ne reste pas dans un domaine où tu vas pas t'épanouir. Et donc, premier poste, je me suis dit, allez, je change complètement. Et je suis partie côté commercial en gardant un pied dans la réservation que je connaissais. C'était une équipe où tout le monde faisait un petit peu de tout. Et donc, j'ai découvert l'event à ce moment-là, l'événementiel, le séminaire, mariage, baptême, etc. Donc, ça m'a vraiment plu. Là, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé enfin ce que j'aime. Okay. Et j'y ai fait près d'1 an et demi. Voilà comment j'ai atterri dans l'événementiel. Et ensuite, tu as continué un peu sur cette lancée. Tous tes postes ont eu ce côté commercial, groupe et événement. Tout à fait. C'est ça. Alors j'ai fait un petit virage après ce premier poste, plutôt dans un groupe hôtelier à nouveau, mais plus petit, familial, parce que c'est aussi ça dont j'avais besoin, je pense, une petite structure. J'étais pas faite et je ne suis toujours pas faite pour les très grands groupes, je pense. Et donc j'ai commencé un second poste en tant qu'assistante commerciale, donc beaucoup sur le corporate, la gestion des contrats B2B. Plus tant que ça sur l'événementiel au début. J'ai pu évoluer chez eux et reprendre donc aussi en charge cette partie séminaire, événementiel, et mettre en place en fait cette
remettre en place cette activité au sein du groupe où j'ai pu bien évoluer. Je les en remercie encore beaucoup. J'ai pu faire beaucoup de choses. Ouais, donc vraiment un poste polyvalent chez eux. Mmh. Donc du coup, c'est super, tu as plein de choses à nous raconter. Oui, j'espère. Parce que tu as vu plein de choses, c'est sûr. Tout à fait. Est-ce que, justement sur cette expérience, je sais que tu es un petit peu, arrivée à un moment où il y avait pas de service, commercial, structuré en place, et tu as dû un petit peu, le construire? Tout à fait. Alors il faut savoir que je suis arrivée en plus juste avant le Covid. Donc j'ai eu cette chance quand même d'arriver avant, qu'on soit tous, lockdown, on va dire. Donc au début, oui, ça a été plus de prendre en main un nouveau métier parce que le commercial corporate et l'événementiel, c'est quand même un monde, assez différent. 2 mondes assez différents, pardon. Donc le Covid est passé avec, ce qu'on sait tous, je ne reviens pas là-dessus et donc après, au moment de la réouverture, il a fallu, trouver des nouveaux axes enfin de comment dire? Développement? De développement, oui, Mmh. pardon, sur le groupe et donc c'est à ce moment-là effectivement qu'on a créé vraiment un pôle commercial multi-casquettes, on va dire. On avait déjà un établissement qui faisait du séminaire, heu, en réceptif beaucoup, il y avait pas de développement derrière. Donc on m'a chargée de booster un peu tout ça, de créer des nouveaux espaces de séminaire dans d'autres hôtels du groupe. J'ai pu embaucher, d'abord, en stagiaire puis en CDI quelqu'un qui était, super pour m'aider à faire ça parce que c'était vraiment un gros travail de structuration, recréer des process, créer des liens entre équipes, et créer le service, voilà, tout simplement. Excuse-moi, j'ai cru que tu allais j'ai cru que tu Non, allais continuer. Il y a ça pas de m'arrive. souci. C'est ça, tu m'as fait un arrêt brut. OK. Et du coup, moi je pense que ce qui peut être intéressant aujourd'hui, c'est que tu nous partages un peu, les pots cassés que tu as essuyés quand tu as dû mettre en place ce service, mais aussi, ce qui a bien fonctionné. J'imagine que la première chose, ça a été de distinguer, le développement commercial du réceptif commercial. Ça, c'est quelque chose dont on parle pas forcément, souvent, mais c'est vraiment 2 métiers très différents. Ouais, tout à fait. Alors souvent on mélange un peu les 2. C'est vrai que Alors c'est ça arrive que alors dans certains hôtels, c'est extrêmement distinct. Et oui, puis dans d'autres, c'est un joyeux mélange, ouais. Et exactement. puis ça nous arrive souvent que, nos chers, clients, nous disent, «Oh là là, ma direction me demande de faire du développement, d'appeler des gens, qu'est-ce que je dois faire?» Voilà, Exactement, donc alors que ce sont plutôt des commerciaux réceptifs. Vas-y, oui. on t'écoute. Non, je rebondissais en disant que c'était ce cas-là, chez nous. On avait une coordinatrice séminaire en fait dans l'hôtel qui avait, déjà un service event et qui, bah, n'avait pas le temps de faire tout parce Mmh. qu'effectivement c'est 2 postures différentes, de comment dire, façons de travailler complètement différentes et qui n'ont rien à voir, c'est un grand mot, mais qui se complètent, on va dire. Donc ça a été la première étape, de définir les tâches. Donc on s'est refait tout simplement une fiche de poste, globale d'un bon service commercial, pour essayer de répartir qui fait quoi. On avait la contrainte de remonter certaines tâches au siège, d'autres dans les hôtels et c'est là que ça peut devenir compliqué parce que on aime bien créer du lien avec nos clients et donc il y avait cette contrainte de comment bien séparer les tâches pour que ce soit fluide, surtout pour le client, mais aussi en interne, que les rôles soient bien définis, que ça reste lisible pour tout le monde. Voilà, ça s'est fait avec beaucoup de communication pour commencer, beaucoup d'échanges avec ce qui est fait aujourd'hui, donc un état des lieux et vers quoi je veux aller, puis décomposer le projet en plein de sous-étapes, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et vous avez opté pour quoi un petit peu comme structure? Alors nous, on avait la contrainte de la direction, comme, souvent, c'est la direction qui décide, bien sûr, qui a le dernier mot, on va dire. Donc on a beaucoup échangé aussi avec eux, de voir ce qui pouvait coller sans enlever trop de tâches à la personne qui était en place. Ça, c'était aussi un souhait, de ma part, de pas, voilà, lui enlever tout l'intérêt, de son poste et qu'elle garde quand même de quoi s'épanouir, sans trop changer ses habitudes. Mmh. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de faire toute la partie, qualification au siège jusqu'à,
la facturation entre guillemets, en fait toutes les tâches plus ou moins administratives et d'ensuite lui passer le relais. Alors ça a des OK. pour, ça a des contre. Nous, on n'était pas forcément pour, c'est pour ça que je parle de la direction. On aurait aimé que la relation client soit entièrement dédiée au coordinateur, donc à la coordinatrice qui était en place, pour justement créer ce lien, garder ce lien et je pense que c'est Et pour pourquoi est-ce que toi, dans ton idée, tu aurais pas fait, proposer à cette personne sur site de venir au siège? Parce qu'à ce alors c'était moment-là, ça aurait pu oui, coller? ça a été une idée, mais comme on le sait tous, les postes sont vite multicasquettes dans les hôtels, donc elle faisait aussi du renfort en réception, elle Mmh. faisait plein de petites choses, enfin de grosses choses, hein. Elle était Heu, très opérationnelle aussi. c'est ça, hyper OP, je Mais sur la pense que logique, toi, tu aurais plutôt préconisé qu'elle vienne intégrer le oui, service commercial? Ouais. ça aurait été l'idéal. Qu'est-ce qui fait que, ce côté, passation de dossier entre la signature et on va dire l'organisation des derniers détails, les fiches de fonction et cetera, pour toi, c'était pas forcément, toi qui l'as vécu, l'idée du siècle? Bah, je vais reparler du lien client, en fait, enfin, c'est le client se perd, je trouve, dans ce genre de Mmh. process parce qu'il crée du lien avec, le siège, donc Mmh. à l'époque, moi et qui recevait les demandes, les premiers échanges. Ensuite, on le passe entre j'aime pas ce mot-là, mais on transfère, son suivi à quelqu'un d'autre. On a eu des appels au siège de clients qu'on avait eu nous en amont, qui étaient un peu perdus sur qui j'appelle, qu'est-ce que je dois faire? Je trouve qu'on perd un peu le lien, quand c'est organisé comme ça. Après, ça marche si l'équipe est très, très souple, il y a énormément de communication. Moi, j'adore la communication, mais Mmh. elle est très, très importante. Mais c'est là que ça a pêché, je trouve. C'est le lien client et le parcours client. Et justement, vous avez jamais eu de petits, moments de flottement entre, ce que vous aviez dit au client au siège et ce qu'ensuite, la personne site, communiquait? Alors sur cet hôtel-là, non, Non? OK. spécifiquement parce que, c'était une coordinatrice qui connaissait, parfaitement son travail, qui avait l'habitude et qui avait le réflexe de se dire: «Alors là, ça peut pêcher, donc je vais aller faire attention». Par contre, sur les hôtels qu'on a ouverts ensuite, enfin sur lesquels on a ouvert ensuite les services, là, ça a été très compliqué. Je Mmh. sais qu'on la personne qui travaille avec moi au siège, a dû aller régulièrement sur place le matin, faire les accueils, et on a repris en fait naturellement le cycle de Entier. clients voilà, entier. Mmh. Donc si, on a eu des couacs, Oui. forcément. Donc finalement, l'avantage d'un cycle complet, c'est qu'il y a pas de déperdition d'informations en interne, mais aussi et puis, le client a vraiment un contact privilégié du début à la fin. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Même si après alors, c'est là où tout à l'heure je te disais on différencie, le développement du réceptif. Moi je suis pas choquée par exemple quand il y a un commercial qui va venir, négocier un contrat à l'année avec, une marque, Mmh. et qui ensuite va passer, la partie vraiment, organisationnelle donc j'ai signé un contrat l'année, ils ont des tarifs, négociés et cetera, mais une fois qu'il a besoin d'organiser son événement, une fois qu'il a besoin de réserver son groupe de chambre et cetera, il passe par son commercial réceptif. Oui, là ça Ça fonctionne. enfin moi oui, moi j'ai jamais eu de problématique sur ça parce que c'est vraiment, 2 là on est sur deux niveaux différents, Tout à généralement. fait, oui. Ouais, toi tu as remarqué la même chose? Oui, c'est ça, Ouais. quand c'est du contrat récurrent, c'est un peu différent. Ils prennent leurs habitudes, on va dire, dès le départ. Je parle plus, moi, du ponctuel où là, ça peut être vraiment très, très flou pour le Mmh. client. Mais sur du contrat, oui, c'est faisable. Si c'est bien fait, c'est faisable. En termes de process réception des demandes justement, donc si on reprend, votre service siège, parce que il y avait cette partie réception, mais il y avait la partie développement aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur ça, j de ce que j'ai compris, tu as été beaucoup aussi, coachée sur le développement? On t'a Oui. pas laissé, on t'a pas dit: «Tiens, Anne-Claire».
Développe. Vas-y. Parce que c'était pas ton métier. Ah, pas du tout. Ouais, Pas du tout. ouais. Alors moi, la partie développement, elle s'est d'abord faite, alors pas sur l'event forcément, comme je disais, plutôt sur le contrat corporate. C'est très rare qu'il y ait quand même du Oui, contrat event, hein. c'est ça. Donc j'ai eu encore une fois la chance d'avoir un bon mentor. Vraiment, c'est un groupe où j'ai pu vraiment évoluer et je l'ai senti, que ce soit professionnellement ou personnellement, j'ai été bien prise en charge, on va dire. Donc on m'a appris à négocier du contrat B2B. Alors c'était de la chambre individuelle, hein, beaucoup. Donc il y avait un historique qu'il fallait continuer à faire vivre, c'est ça? Tout à fait. Moi, je suis arrivée dans ce groupe-là. Je devais reprendre le service avec une deuxième commerciale qui, au final, n'est pas, enfin, bref, a pris son envol et est partie travailler ailleurs. Donc, je me suis retrouvée un petit peu à comment dire, à survoler et à plonger ensuite dans un métier que je connaissais pas du tout. Sur effectivement reprendre un portefeuille. Je suis arrivée au mois de septembre, donc en plein renouvellement des contrats corporate. Donc j'ai appris vraiment sur le terrain, quoi, en essayant. La chance que j'avais, encore une fois, c'est que les clients étaient plutôt très sympas. J'ai rarement eu des clients durs, on va dire, en égo, parce que c'était un groupe familial justement, mais aussi chez les clients, ils se retrouvaient dans Les l'ADN du valeurs, groupe. ouais. Voilà, exactement. Donc ça a pas été trop compliqué en fait. C'est venu assez naturellement de comment je fais un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui, quels sont vos besoins, comment nous on peut y répondre. Ça a été assez fluide et donc j'avais mon directeur général à l'époque qui m'a pas mal laissé faire. En fait, j'ai eu beaucoup de confiance assez rapidement. Donc forcément, j'ai pas tout bien fait, hein. On peut pas tout apprendre Parfaitement du sur le premier coup. coup. Exactement. Mais il partait du principe, et je suis complètement d'accord, qu'on apprend en faisant des erreurs aussi, hein, Bah, on bien se forme sûr. sur le terrain. Donc j'ai eu quelques couacs, pas grave. Et puis il était beaucoup à me dire, on risque pas non plus la santé des gens. Donc Oui. donc Oui, voilà, oui. j'ai pu apprendre en essayant. Donc Mmh. c'était une bonne Donc chose. beaucoup d'existants, tu as dû aussi apprendre, ça c'est intéressant, à dire, que c'était fini? Oui, alors ça, c'était beaucoup post-Covid. Je pense on était énormément d'hôteliers à changer de stratégie. Il y a eu beaucoup de changements de tarifs sur cette période-là, donc grosse baisse, puis grosse hausse, et forcément des clients à qui on a dû dire au revoir. Alors ça a été très compliqué pour moi, parce que c'est aussi pour ça que j'ai voulu devenir Customer Success. Moi, ce que j'aime vraiment dans les milieux du métier du commercial, c'est le lien, créer le lien. Et je m'étais mise en tête que si je disais non, j'allais tout briser, casser tout Mmh. le lien, décevoir mes clients. Donc ça a été un vrai, vrai, vrai apprentissage. Comment apprendre à dire non et vraiment rationaliser ça, pas Et faire alors comme comment t'as fait? C'est pour ceux qui nous écoutent, qui se disent: «Bah, c'est vrai que moi quand je dois dire, non à une demande entrante ou, non à un contrat parce que c'est pas intéressant pour moi, même si j'aime bien la personne en face, comment je fais?» On a toujours peur. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. On me dit: «Beh, oui, mais, le client il va m'en vouloir, il reviendra plus jamais me poser aucune question ou de me solliciter, enfin je vais là, c'est ce que tu viens de dire, je vais briser la relation pour toujours. Et qu'est-ce que mais comment tu t'en es sortie toi? alors encore une fois, je pense que j'ai été bien coachée déjà, et ça se fait par étapes. La première chose à faire, c'était de se préparer en amont Mmh. et pas aller, bon allez, je vais l'appeler puis je vais lui dire Freestyle. non. Mmh. C'est ça, ça c'est pas possible. Je pense déjà avoir des critères clairs, heu, se faire un petit pitch à soi-même déjà, du pourquoi je fais ça. Donc vraiment Mmh. rationaliser, la réflexion et pas à partir dans l'émotionnel. Bon, c'est facile à dire, hein, je suis passée par là, mais c'est vraiment de rationaliser et d'écrire noir sur blanc pourquoi 1, 2, 3, je dois dire non. Ça, c'est vraiment la première étape. Et aussi se dire qu'un mauvais contrat, il est bon pour personne. On va dire que pour l'entreprise,
forcément, hein, il y a forcément les raisons que je viens d'évoquer avant, et pour le client aussi, lui expliquer. Alors, je vous donne un exemple, si j'ai l'habitude de vendre une nuitée en contrat à 100 € la nuit sur l'année, expliquer au client que voilà, je vais pas pouvoir m'y tenir toute l'année. Donc si c'est signer un contrat pour signer un contrat et lui dire au final non à toutes ces réservations annuelles, ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment rationaliser le process des 2 côtés, ensuite contacter le client. Et lui balancer la bonne nouvelle. Non, mais en fait, voilà, et lui expliquer les raisons concrètes qu'on a Mmh. listées de notre côté, du sien, et puis être calme. Déjà, le ton qu'on adopte, montrer que c'est La pas posture. exactement, montrer que c'est pas juste un «bon allez, au revoir». C'est c'est ça, en fait, je pense qui peut briser une relation. C'est, le manque Oui. d'attention, Mmh. et d'empathie, voilà. Se mettre aussi un petit peu à sa place sans rentrer trop dans l'émotionnel, comme je disais, mais lui expliquer calmement les choses et de manière rationnelle, Est-ce que ce est-ce qui que se tu passe. penses pas aussi que quand on explique, bien quelque chose, Mmh. déjà on fait redescendre, énormément, le risque, que le Oui, client le prenne mal? c'est ça. Moi j'ai toujours eu Bien cette impression que quand je disais «non», mais que j'expliquais parce que même sur un événement, des fois on dit pas non, au projet globalement, mais on va dire au client. Moi alors j'ai un exemple, parce que ça m'avait fait beaucoup rire. Les clients m'avaient dit, parce que c'est assez rare, qu'ils voulaient faire le dessert en format cocktail. Donc ils OK. venaient dîner, un dîner de gala, tout était assis et ensuite, ils passaient en format cocktail. Le problème, c'est que la salle entière était, en format, assis. Donc Oui. pour leur permettre de se lever et de pouvoir circuler à minima entre, les tables et cetera, il fallait casser la mise en place, Toute la mise en place, oui. en tout cas une partie à Mmh. minima, pour leur permettre de passer en format cocktail. Et du coup, je leur explique que ça n'est pas possible. On va pas casser, on va pas enlever des tables alors ils sont avec leur coupette de Sur la table. champagne, voilà. Exactement. Et elle me et c'était une cliente qui vraiment me soutenait, «Mais non, mais de façon très informelle». Je dis: «Mais vous n'aurez même pas la place. Une fois les chaises reculées, enfin les gens ne circuleront pas. Ça n'est pas Oui, possible». Puis oui, oui. évidemment, cette personne ne pensait même pas à l'aspect, opérationnel où, les serveurs ne Oui, le passeront pas avec serveur les ne passe plateaux pas. non plus, Exactement. de petites pièces. Donc ça arrive des fois qu'on dise non à un point et sur lequel le client a une grosse fixette, parce que des fois ils ont Oui. des idées, très précises de ce Mmh. qu'ils veulent faire. Et pareil en expliquant, je m'étais rendu compte à chaque fois que je me retrouvais dans cette situation, si j'expliquais même si j'expliquais quelque chose d'assez technique parce que, expliquer à la personne que, appeler les équipiers en plein événement, le soir où on n'a pas forcément toutes les équipes Oui, pareil, on n'est en pas place. staffé pareil en pleine journée, de casser devant un client, c'est pas très agréable pour le client, pour son expérience, que non, en fait, quand les chaises sont poussées, eh bien, en fait, il y a plus de place de passage comme il y en a quand les gens sont assis, et cetera. Donc même si on Mmh. rentrait dans quelque chose d'assez technique, le client appréciait que, je pense, on le prenne pas, pour un abruti Oui, c'est en ça. lui disant, «Écoute, je t'ai dit non, c'est non, je j'ai pas à me justifier». Exactement, c'est Heu de et j'imagine que bon alors là, toi, enfin, dans ce cas-là, c'était vraiment dire, beh, voilà les nouvelles conditions ou oui, adios. Parce que nous, on peut plus vous proposer ce qu'on vous proposait. Quand on explique, ça il y avait c'est ça. aussi, une vraie compréhension, du client, qui souvent sont des clients corpos, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc qui sont aussi qui connaissent, qui ont les mêmes problématiques, dans leurs Exactement. entreprises, même si c'est pas sur leur service toujours, mais ils ont Mmh. déjà entendu ce genre de choses. Oui, puis que c'est exactement ce que tu dis, pardon, c'est de montrer qu'il y a une raison derrière le don.
que c'est pas juste un non. Et sur une augmentation de prix, alors ça c'est intéressant, sur une augmentation de prix, comment vous le justifiez? Ou alors ce groupe sur lequel travaillez ou un autre, peu importe, mais en général, tu disais je préparais. Mmh. Comment tu qu'est-ce que tu mettais dans ta préparation pour dire on a augmenté nos prix? Parce que je suis sûre que dans ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui ont besoin d'augmenter leurs prix Mmh. pour des raisons diverses. Parfois, ça peut être aussi juste pour atteindre un meilleur seuil de rentabilité. C'est pas forcément que leur Mmh. coût augmente, mais c'est que leur business model a besoin de plus d'appels d'air. Ouais. Ça arrive régulièrement qu'on change ses prix. Dans nos métiers, c'est quasiment annuel, hein, Oui, si je ne me trompe. Pour tout ceux à qui fait. nous écoutent aussi, hein, sachez que la plupart des hôtels et des restaurants structurés changent leurs prix tous les ans. Oui. C'est tout à fait normal et donc il faut l'expliquer aux clients. C'est Surtout, ceux qui viennent tous les ans. exactement, exactement, mais c'est, je pense encore une fois, c'est une question de faire comprendre le pourquoi. Moi, j'ai pas hésité à parler de mes coûts et de mes charges. Parce que Pour vous, le coup, c'était très lié à ça là, au moment très où lié à ça. On a eu, comme tous, hein, les hausses, de l'énergie, par exemple, sans rentrer dans le détail auprès du client qui a pas oui, ni connaître la envie ni facture besoin EDF. de connaître la facture EDF, mais de lui expliquer qu'on est tous dans le même bateau et que voilà, pas hésiter à leur dire vous, je prends un exemple d'un client qui travaille, dans la grande distribution, bah, les prix ont augmenté, hein, l'inflation, donc elle s'applique à tout le monde, malheureusement pour nous tous peut-être, mais vraiment rationaliser aussi, être assez transparent sans rentrer dans les grandes justifications non plus, mais voilà, c'est encore une question de rationalisation de la décision et d'anticipation. Je crois que si on prévient un client, alors si c'est un contrat de janvier à décembre, quelques mois ou semaines en amont, il faut pas se dire: «Ah bah oui, mais si je le préviens, il va partir». Bah oui, mais il peut partir. C'est important, je pense, et c'est là qu'on retrouve le lien de confiance avec le client, de lui permettre d'anticiper lui aussi de son côté, Bien sûr. et je pense que c'est la dernière étape du non. C'est, la solution alternative. Mmh. C'est-à-dire soit, alors moi j'ai beaucoup fait ça, un contrat hybride avec du prix fixe et du prix variable, en disant: «Bah, voilà, sur des périodes, plus creuses, oui, je peux et je vous garantis que vous aurez toujours le prix J'entends. le plus intéressant». Et sur des périodes, chaudes, je pense à Paris, par exemple, pendant les Fashion Week, lui faire comprendre tout de suite que sur ces périodes-là, ça va pas être possible, Mmh. que je vais avoir X demandes et que je peux pas justifier, tel ou tel tarif. Donc Mmh. soit ça, soit proposer un confrère. On le fait assez peu, je pense, mais voilà, on a de la chance d'avoir un domaine où Oui, où il y a plein de belles choses autour de nous, c'est ça, où on peut aussi très bien s'entendre entre confrères. Mmh. exactement, et puis, et c'est là qu'on ne perd pas le client, je pense, Mmh. c'est rajouter de la confiance dans la Mmh. relation, d'être en mesure de lui proposer autre chose, Mmh. et je l'ai vu. Et si d'ailleurs ça peut rassurer ceux qui nous écoutent, moi j'ai vu des grands palaces, il y a quand même pas 200 palaces sur Paris, Mmh mh. donc c'est très concurrentiel entre les palaces et les hôtels, d'une certaine gamme. Moi j'ai vu des grands palaces qui font partie des très, très bons, commercialement, parce qu'il y en a qui sont plus connus que d'autres pour leur stratégie commerciale, envoyer leurs clients dans d'autres hôtels Oui, quand ils ne pouvaient pas, leur proposer, comme tu disais, une période chaude, sur certains palaces, notamment Roland-Garros, hein, mmh, c'est oui. les Américains adorent venir à Paris, voir, Roland-Garros. Il y a des palaces qui sont, complètement, sold out. Oui, Sur une clientèle habituée, qui a besoin de venir à cette période, mais qui en a rien à faire de Roland-Garros, bah, ils vont les mettre sur un autre hôtel. mmh, Et du coup, ils ont des liens, très, très forts avec certains confrères, oui, qui sont des concurrents directs, mais qui sont aussi leurs alliés, exactement. et dans les 2 sens, hein, Oui, sur des périodes chaudes, parce qu'en fonction aussi des palaces, ils ont pas tous toujours exactement les mêmes périodes chaudes. oui, Voilà, il y a des palaces qui vont être extrêmement sollicités pour Roland-Garros, il y en a d'autres moins, mais il y en a pour la Fashion Week, c'est le délire. Il y en oui, a oui, d'autres moins.
voilà, ils ont tous un petit peu des forces sur certaines périodes, même s'il y en a des communes, hein, mais il y en a qui peuvent être légèrement différentes. Donc parce que souvent, pareil, c'est une discussion, on entend beaucoup des personnes avoir peur de créer des liens avec leur concurrence. Bah, sachez que même les plus grands et les plus solides commercialement le font. Donc Tout à vraiment, fait. tranquillisez-vous, Oui, vous allez pas couler à cause de ça. c'est ça. C'est du gain de business pour tout Mmh. le monde au Mmh. final. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir justifier un prix pour un changement de gamme? Par exemple, C'est-à-dire vous augmentez une qualité de service sur le F&B, j'en sais rien, vous étiez à je vais faire exprès, je vais tirer le trait, vous étiez à 30 € la journée d'études et vous passez à 60, mais parce que vous avez complètement changé votre offre sur les pauses, etc. Vous êtes passé sur des prestataires beaucoup plus haut de gamme, vous avez un nouveau chef, je dis n'importe quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? alors non, moi j'ai Non. pas eu directement cet exemple-là, Je mais c'est un pensais bon à des exemple. je pensais à des rénovations d'hôtels. Je pensais à des Oui. ou de salles ou de restaurants. Enfin, on revoit un petit peu le produit. Je pense qu'aussi Alors dans ces cas-là, il est très oui. simple de justifier. Oui, parce que je te dis non, mais en fait, c'était juste avant mon départ, donc j'ai pas assisté à l'ouverture de la salle enfin des salles de séminaire dans cet hôtel, Mmh. mais le groupe dont je faisais partie précédemment a rénové pendant 2 ans un de ces hôtels et justement au niveau des tarifs, alors que ce soit les chambres, les salles, plus rien à voir. Mais là, oui, moi je trouve ça vraiment c'est le cas le plus facile. Parce C'est que c'est plus parce que le produit facile est là. encore que de dire Ouais, nos charges, notre structure de ouais. coûts et OK. Oui, parce que le client le voit tout de suite. Là, pour le coup, je donne un exemple, il y avait une piscine, qui n'existait pas avant, c'est tout beau tout neuf, les salles sont sublimes alors qu'avant elles étaient, sans lumière du jour, ce genre de choses. Mmh. Là, je trouve que c'est pour ma part, hein, c'est très personnel, mais je trouve ça vraiment plus facile et on change aussi de clientèle. C'est la force d'un groupe, c'est que quand on a plusieurs gammes, c'est facile de faire du report de Oui. clientèle. J'allais dire là Ouais. sur un groupe, ça te permettait aussi peut-être sur un client, de lui dire: «Bah, je peux plus ici, mais je peux là-bas». Exactement, Mmh. exactement. Donc c'est pour ça que ça, c'était, je pense, beaucoup plus simple. OK. Ouais. On a pas mal parlé de ce développement. Mmh mh. Ensuite, tu avais donc, sur la partie, réceptive parce que tu gérais aussi donc, toute cette demande entrante, Oui. hors gestion des contrats. Ah oui, pardon, avant qu'on finisse sur le développement, j'ai oublié une petite question. Heu, Tu ne faisais pas de développement pur? Tu n'allais pas chercher de nouveaux contrats? Pas beaucoup, pas Mmh. beaucoup. On avait, un peu le choix du roi. On avait OK. beaucoup de demandes. Hem, Même sur la partie, commerciale, ah oui. développement, vous aviez des demandes entrantes Alors pour des ouais, contrats corpo et c'est cetera? ça. Sur les contrats corpo, on en avait Super. énormément. Parce que Je vous étiez connus, vous étiez dans certains réseaux, parce que ben, je pense que Paris, sur certaines gammes, le contrat corporate pur, est assez gâté en demande. On était assez compétitifs aussi sur les tarifs, donc oui, mais même en tarif public, hein, moi je me souviens ouais, que oui, on s'était c'est rencontrés, avant de travailler ensemble dans c'est un ça. contexte plus, pro, Oui, plus, partenaire et j'avais été surprise, oui, de c'est votre, le gros enfin point fort. vous avez il y avait un rapport qualité-prix intéressant, oui. Oui, le groupe était un peu connu Mmh. pour ça et faisait en sorte que ça perdure. Après sur l'événementiel, c'était un peu différent parce que là, c'est plus difficile de se créer sa clientèle, je trouve, que du contrat à chambre. J'aurais tendance à dire que ça dépend de l'historique. Moi, j'ai l'impression Ouais, que vous aviez un bel historique de contrats corpo et oui, donc la tout machine à était lancée et ça faisait ses exactement. petits. Oui. Et alors qu'à l'inverse, tu peux, ne pas avoir du tout de réseau sur cette partie-là et ne pas être visible, être Mmh. hors des radars, mais être très connu sur l'événementiel et donc toutes les agences se contactent. Ouais, bah, oui, c'est ça, tu as raison, mais
Là, on a Donc fait vous, plus sur cette, l'événementiel, vous étiez un peu plus, oui. un peu plus en dehors des radars. C'est ça, du coup, on a fait pas mal d'études de marché, chercher les bonnes pratiques chez chez les confrères, les demandes de devis. Par des connaissances de ma direction, on a pu aussi, bon, j'ai plus le nom en tête, pardon, mais aller chez un confrère très performant qui était vraiment, lui, faisait beaucoup de, alors c'était la grande mode du coworking à ce moment-là, donc très spécialisé là-dedans, mais aussi sur des événements type séminaire. Et là, on a eu plein de bons tips. C'est ça, je pense que Mmh. c'est aussi très important. Sur Faut pas hésiter l'offre, de bons sur tips sur l'offre, l'offre? sur les outils. Alors, je connais tous les grosses agences. Bon, maintenant, je connais mieux Booking Shake, mais c'était sur les outils, ouais, que ce soit les plateformes de demande entrante Ah oui, oui, sur oui, les lesquelles il faut absolument apporteurs. aller, les apporteurs, Mmh. voilà. Aussi sur les outils, comment être bien performant en interne, les modules de réservation, etc. Alors, on n'a pas tout calqué sur ce que faisait cette personne, mais je pense que c'est bien. Faut pas hésiter à aller chercher les bons conseils chez les autres. Totalement. Et pareil, on le voit beaucoup, nous, avec les utilisateurs, les soirées qu'on Oui, Booking tout à fait. Check, le club aussi Oui, qui a été créé par Booking Check. exactement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges de bons procédés et en fait, vous avez pas les mêmes. Donc c'est super. Oui. Oui, c'est ça. Après, on fait un Vous allez petit vous rendre la balle très facilement parce que chacun a ses talents. exactement. Ok. Et vous êtes allé vraiment chercher du client? Alors, on l'a fait, en «interne» entre guillemets. C'était la facilité, on va dire, de des contrats corpo, c'est que j'avais déjà un vivier, Hmm. à faire vivre. Mais c'est intelligent. Donc du coup, tu as Oui, utilisé ta base de données que tu avais sur la partie plus développement commercial, account de contrats tout à fait. corporate, et mais c'est marrant parce que c'est un conseil que j'entends souvent de la part de Delphine de chez Mmh. Séminaire Oui, Collection, tout à fait. qui aussi a quand même à son actif de nombreuses années de consultante Mmh mh. en commercial et en event, et qui dit toujours: «Arrêtez d'aller chercher des nouveaux contacts, vous en avez des milliers dans votre base de données, Exactement, commencez par exactement. là». Donc comme Oui, quoi, et ça a marché, ça t'a permis oui. de faire découvrir votre offre event. Tout à fait. Mmh. On a même Donc comme quoi, rajouté, hein. oui, dans nos contrats corpo, on rajoutait un petit encart sur l'événementiel, sur nos salles de séminaire. Heu, oui, ça a bien marché, oui. Oui, oui. Et est-ce que tu dirais que pour toi, il y a des indispensables? Parce que quand tu développes un service, donc là pour vous, la partie plutôt événementielle qui avait besoin de prendre en force, Oui. est-ce qu'il y a des indispensables pour que tes clients te trouvent pro, aient envie de signer, reviennent pour que la machine prenne? C'est difficile comme question. Il y en a plein. Bah, Heu, pour votre partie, vous faisiez de la demande entrante jusqu'à la oui, signature. Alors c'est ça. enfin la signa oui, le paiement de la compte. Alors, allons-y sur cette partie-là. Alors, bah, la première chose, je reparle toujours du même sujet, hein, mais c'est le lien, créer du lien, pas hésiter à appeler un client. On me dit souvent chez Booking Shake, mais c'est vraiment une Toi, tu réalité. l'as vécu? Oui. Ouais. Alors je le faisais pas du tout au début, hein, Ah vraiment ouais? pas. Ah non, moi je bah, encore une fois la grande timide, hein. Ça Tu te c'est, cachais derrière tes mails exactement, et en fait et c'est super. alors c'est intéressant parce que du coup, est-ce que tu as remarqué un changement? Oui, Le vraiment oui. En fait, en mail, on est un mail. Clairement, le commercial est un ordinateur pour le client. Il faut se dire qu'il va pas interroger que nous, et qu'on est donc tous des ordinateurs derrière nos emails. Créer le lien, ça change. Il se dit: «Ben voilà, elle est sympa». Bon, effectivement, il faut essayer de l'être, hein, toujours, forcément dans nos métiers, mais C'est mieux. On c'est vend mieux mieux, quand on est voilà. sympa, mais Exactement. Sinon, on essaye de pas se faire ce métier-là, mais oui, créer du lien, se mettre à sa place, l'empathie, c'est hyper important mmh. dans nos métiers, hein, que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs. Ouais, créer le lien, je pense que c'est la première Et bonne en chose termes à de faire. résultats, si on parle très business, entre pas d'appels et des appels?
Alors là, j'aurais pas les chiffres en Non, pas tête. des chiffres, mais est-ce que tu pourrais dire à toi, en souvenir, que il y avait une différence de confirmation ou de vente? Franchement, j'aurais pas de d'indicateur de performance précis, mais moi, en ressenti pur, oui. Enfin, on avait quand même beaucoup plus de dossiers confirmés Mmh. quand Oui, c'est on a ça, fait sur le taux de ce. confirmation. Ouais, ouais, exactement. Après, évidemment, oui, j'imagine que c'est dur à dire si vous faisiez plus de ventes additionnelles à la C'est voix que ça, par et puis téléphone, parce que là, oui, c'est un peu plus subtil. On fait jamais plus 50% ouais, de CA parce qu'on appelle en vente additionnelle, même si je pense que on vend mieux parce que on peut l'expliquer. oui, Mais plus subtil. Alors que généralement sur le taux de confirmation, le ressenti est assez juste. oui. Sans avoir d'indicateur, parce qu'on se rend bien compte, entre 5 dossiers et 20 dossiers, on voit bien la différence de Oui, volume. exactement. C'est plus en volume, et puis bon, alors, nous, on a été vraiment au tout début, donc le temps que la machine se mette en route, mais on a vu quand même sur des mois janvier, février, du plus 50 par rapport aux années Ah précédentes. ouais, ouais. Bon, après, on partait de pas grand-chose, hein, donc c'est pour ça que je dis j'ai pas vraiment d'indicateur hyper précis, mais créer du lien, être hyper réactif aussi. On avait un délai de réponse de 4 heures. On essayait vraiment de s'y tenir. Bon, c'est pas toujours possible, hein, mais le plus vite le mieux, on va dire, Mmh. sans oublier de prendre le temps de comprendre la demande client, hein, mais ça veut pas dire bâcler le travail, mais vraiment l'appeler le plus vite possible, oui. Et Bah, d'où enfin ça fait partie des choses qu'on dit souvent, d'où l'importance d'avoir des outils et des process bien ficelés oui, pour pouvoir avoir ce temps humain, exactement. qui ne sera jamais remplacé, par quoi que ce soit, même une IA, Oui. elle pourra pas créer du lien. Non, Elle pourra c'est poser des questions, mais elle pourra pas créer du lien. pas encore. Ben, ouais, ou alors, une version qu'on ne J'espère. connaît pas encore. C'est ça, c'est ça. OK. Est-ce que tu penses à d'autres choses qui ont vraiment été, game changer pour vous, sur cette partie, réception dans vos process? Ou est-ce que le lien, Oui, c'était vraiment le cœur pour toi de la stratégie? il y avait bah, ça reste le cœur. Après, il y a bien pensé sa communication. On a refait vraiment tout le référencement, justement chez les aborteurs, parce que bon, ça passe quand même beaucoup par eux, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a refait des shootings, on a refait des mises en situation, en fait tout pour que le client se projette. Je pense que dans certains cas, on voit des jolies photos de salles. On est allé jusqu'à, on s'est fait des cocktails à 3. Mais mettre en place des Oui. bouchées, du champagne, enfin une mise en place en U avec toute la mise en place qu'on ferait pour un client, hem, se mettre nous en scène sur ces photos-là, de dos bien sûr. Mais voilà, faire tout pour que le client se projette, raconter une histoire aussi sur le descriptif, de chaque hôtel, personnaliser, être pas juste un lieu, expliquer pourquoi venir dans ce lieu précisément, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres. Par exemple, j'avais un hôtel qui avait une salle de cinéma avec un directeur qui était super et vraiment dans une attitude qui allait avec son hôtel entre guillemets, si je peux Mmh. dire ça, très voilà, fallait montrer ça aux clients avant même qu'ils signent. Il y Ça avait le ouais, il y avait une atmosphère C'est du ça, fait de ce directeur et des espaces de l'hôtel qu'il exactement. fallait faire ressortir, sur les supports de vente, quoi. C'est ça, là, il y avait Mmh. même la déco des chambres. Alors les chambres en plus avaient été faites par des grands noms du cinéma, pour la décoration, donc c'est vraiment montrer l'ADN de son lieu, quel qu'il soit, hein, et donner envie de venir, et pas hésiter. Là, on avait par exemple mis en place, Peerspace, je crois que c'est ça le nom, qui était une plateforme à porteurs assez récente, et qui faisait énormément de shooting, de tournage, de pub, et cetera. Pas hésiter à aller chercher des events qui peuvent coller à l'ADN du lieu. Totalement, ouais. Mmh. Ça, c'est très Et en important plus ouais, d'être sur sa cible.
c'est ça. Et c'est On très chouette à faire en plus, ouais. de trouver, qu'est-ce qui peut marcher, dans cet hôtel? Comment je peux réorganiser l'espace pour que, ça se fasse bien? Hem, Justement je reprends l'exemple de cet hôtel avec la salle de cinéma où on avait fait des setup, podcast, enfin voilà, vraiment Mmh. aller chercher ce qui rend le lieu unique Mmh. et pourquoi moi client je vais aller chez vous. Ça c'était, aussi très important sur la mise en place du Ouais. service. Ouais. Heu, on parlait de la relation, on a beaucoup parlé de la relation avec le client, mais je sais qu'il y a une autre relation que tu aimes beaucoup, c'est la relation interne. Oui, tout à fait. Et ça pareil, pour toi dans la mise en place de ce service, ça a été un point très important à la réussite de ce service commercial? Oui, Oui. oui et dans tout en fait, dans toute ma carrière, c'est quelque chose que j'ai valorisé, et que je continuerai de valoriser. Bah, je pense que c'est vraiment le ciment, du process. Un process peut être super, il faut avoir un process, mais bien expliquer le pourquoi et qui doit faire quoi et pourquoi ça marche comme ça et tu as l'habitude de penser, comme ça et bien oui, donc on va adapter le process pour que ça roule. Vraiment pour moi la communication, c'est la première chose dans une équipe, surtout en hôtellerie, dans plein de domaines, hein, mais c'est tellement, dynamique, ça Mmh. bouge tout le temps, Mmh. on est sur le service à l'instant T, c'est pas une Mmh vente mh. de produits, qu'on pourra utiliser, Non et puis c'est souvent aussi, des métiers très où on est très, 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 très sollicité. c'est ça. Ouais. C'est ça donc quel qu'elle soit, hein, il y a différents niveaux de communication, écrite, orale, les drives. Je suis pas toujours, pro, pro outil, mais voilà, il faut penser tout niveau de poste, tout niveau de communication pour que ça roule. Donc Comment tu faisais justement pour créer ce lien avec les équipes, pour savoir quel process allait fonctionner? Parce que eux ne savent pas toujours te dire, voilà le process qu'on veut. Ils peuvent te dire: «Voilà nos besoins, voilà ce que nous on a besoin d'avoir comme info, quand est-ce qu'on a besoin de mmh. l'avoir et cetera». Mais ils vont pas te dire: «Alors le lundi matin, toi dans ton bureau tu fais ça». Oui. Co Comment Alors tu as fait toi pour, structurer tout ça avec eux? bah, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait pas mal de terrain à la Mmh. base. Donc Donc j'avais ça déjà t'a un aidé? peu voilà, j'avais déjà un peu connaissance bah, alors pas de tous les métiers, hein, je pas j'ai pas cette prétention, mais des contraintes un peu de chacun et c'est pour moi le contact terrain déjà qui m'a beaucoup aidée. Je sais qu'il y a beaucoup d'établissements ou de groupes qui font des Vie ma vie. Ça, je trouve ça vraiment super de pas hésiter. Nous, on avait même des directions, hein, qui allaient, faire les chambres avec les femmes de chambre ou les gouvernantes et je trouve ça génial d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Il y a rien de mieux pour construire un process qui marche. Alors ça veut pas dire le faire pendant 3 semaines, hein, mais ne Oui, oui, serait-ce qu'une après journée, il faut que chacun puisse faire son travail, c'est ça. correctement, Heu, et avance, mais oui, oui. Donc vraiment, bah, en fait, aller sur le terrain, observer et en tirer c'est les ça. conclusions. Mmh. Observer, encore une fois, il y a une partie état des lieux de comment toi tu fonctionnes aujourd'hui, comment moi je fonctionne et comment on peut faire en sorte que ça marche, pour les 2. C'est de l'empathie, de se mettre à la place de l'autre. Pourquoi il pense comme ça? Pourquoi il fonctionne comme ça? Et qu'est-ce que moi je peux lui apporter? Et toujours penser objectif commun. Mmh. Ça et pas hésiter à le rappeler à tout le monde, de dire: «Bah, voilà, on a tous le même objectif, c'est comme Oui, on est ça dans la qu'on même équipe. fonctionne. On est une team», voilà, exactement. Il y a pas de, c'est pas le Guéguerre. moment, voilà, de penser hiérarchie, de penser guéguerre, de penser, contrainte personnelle. Faut penser contrainte, équipe, je pense et ça change tout. Mmh. De pas hésiter à rappeler, qu'on est une équipe et que ça Et marche, oui, plus. pas pardon. Non, 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 vas-y, vas-y. J'allais dire en parlant, collaboration, équipe et cetera, Mmh mh. tu as nommé au début, le fait que, c'est par en étant RM que tu as pu observer, de loin, pour la première fois la partie commerciale. Oui. Est-ce que justement, d'avoir été RM aussi parce que tu as parlé du terrain et c'est vrai que nous les organisateurs de groupes et d'événements, on est très en lien avec, le terrain. Oui. Heu, on peut plus facilement aller traîner Oui. sur,
un cocktail déjeunatoire, sur, je parlais de casser des mises en place quand on doit casser des chambres parce qu'elles vont être transformées pour faire des euh, des interviews, que sais-je. Euh, c'est plus facile d'être là, Mmh. mais on passe rarement une semaine avec nos RM. Oui, On se parle beaucoup, on se demande des choses, mais on vit pas forcément, on fait pas des vies ma vie avec d'autres fonctions support tout à fait. aussi facilement. Je veux dire, c'est pas aussi accessible. Oui, tout Ce qui est un peu le quotidien. Toi, c'est hyper intéressant parce que tu as fait les deux. oui. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir eu ce côté RM sur ta vision et ta stratégie commerciale? C'est ce que j'aimais moi dans le RM et que je trouve toujours passionnant, c'est que ce sont des personnes qui ont une lecture super fine en fait du marché, de Mm. l'activité, qui sont là pour voir en termes de rentabilité et de stratégie et pas juste un chiffre d'affaires à l'instant T. Donc je pense que ça m'a pas mal apporté cette vue-là de prendre du recul sur l'activité et le voir comme des cycles de demande, on parle souvent de basse saison, haute saison, mais je pense que c'est encore plus pointu que ça. Alors, j'ai pas la prétention de l'être aujourd'hui, hein, mais c'est un métier que j'admire vraiment beaucoup, parce qu'on passe d'une logique où il faut vendre, le commercial doit vendre, hein, d'où euh, à euh, à une vue globale et de dire aujourd'hui je dois apprendre à dire non. On va revenir sur le même sujet parce que je peux dire oui à autre chose. Et ça, je pense que j'ai eu pas mal cette vue-là. Et en plus, dans le groupe dans lequel j'ai bien évolué, on avait des RM qui avaient une vue commerciale aussi, qui faisaient un Ok. peu les deux en fait, et qui étaient de super bons conseils. Enfin, moi, ils m'ont apporté beaucoup de choses. Et vraiment ne pas hésiter en tant que commercial à travailler main dans la main avec eux. Je suis aussi passée par des endroits où c'était guerre ouverte parce que justement, certains commerciaux disaient oui, mais ils sont là juste pour me dire non. Non, il faut apprendre à, je vais reparler d'équipe, à être communication, Mm. à se prendre la main, entre guillemets. Et puis, Et peut-être à passer du temps ensemble. Moi, je pense que exactement. parce que sur la stratégie de prix, la stratégie de remplissage, moi, on me parle souvent de ah oui, on voudrait étudier notre taux de remplissage sur l'événementiel. Alors, bonne chance. Oui, Parce qu'un événement, vous pouvez vendre un événement à 10 000 euros pour 100 et à 10 000 euros pour 3. Hein, donc, oui, comment est-ce que on étudie tout ça? Et c'est là où la logique un peu plus financière, de regarder ce qui s'est passé avant, comment on a vendu sur certaines périodes, pourquoi, est-ce que c'était un fait isolé, est-ce que c'est quelque chose qui revient tous les ans? Ça vous mm, permet de savoir si, quand vous recevez votre demande à 1 000 euros 3 mois avant, oui, est-ce que vous la prenez? Parce qu'en fait, si ça se trouve, historiquement, vous savez que 1 mois avant la date, vous allez avoir des demandes à 5 000, 6 000, 7 000, mais vous aurez déjà accepté les 1 000. c'est ça. Donc, vraiment pas hésiter à aller Et s'enrichir de moi, je ça. me souviens aussi, ça avait été hyper intéressant, c'était avec les RM, l'historique aussi sur la vente avec chambre. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, on se disait, tiens, est-ce que là, on prend ce groupe qui nous prend juste un salon Mmh. ou est-ce qu'on attend? Parce qu'en fait, généralement, on sait aussi que sur cette période, on va avoir des grosses demandes de groupes d'hébergement qui, Ouais, généralement, prennent de l'événementiel aussi. c'est Et ça. donc, si on prend 100 personnes en nuitée et qu'on a un salon qui est pris alors qu'en fait, ils auraient eu besoin quasiment de tous nos salons pour pouvoir faire leur événement, ben en fait, on va devoir les envoyer ailleurs. Oui, Dommage. justement. Donc mais non, mais c'est vrai, hein, et puis c'est des métiers tellement pointus qu'il faut vraiment pas hésiter à s'enrichir de leurs connaissances et à demander de l'aide, tout simplement quand Oui, on n'est totalement. pas Bah, comme sûr. on le fait avec d'autres services. Enfin, c'est Exactement. exactement pareil. Et toi, tu te crées un peu des lignes directrices sur, enfin, avec ta culture un peu RM, justement, sur la vente en te disant, attention à cette période-là, on Oui. fait attention. Mmh. Ouais.
Oui, on avait pas mal. Alors c'est pour ça que je dis c'était un petit peu mélangé dans le groupe où j'étais. Le RM et le commercial étaient vraiment très 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 liés. On avait des réunions hebdomadaires où on revoyait ensemble les stratégies. Donc j'étais contente. Moi, qui avais quitté le RM, je gardais quand même une petite vue sur ce qui se passe. J'avais aussi mon mot à dire et ça c'est très important. Mais oui, et effectivement, sur certaines périodes, on va pas prendre trop vite, donc on avait des. Alors nous, on n'a pas fait tant sur les espaces, c'était beaucoup sur les chambres. OK. Oui, mais vous avez, on sent que dans Oui, ce cette groupe-là, expérience-là, il y a une très culture orientée, oui. chambre, très Tout à fait, importante. Oui, oui. Mais ça tout à fait. marche, enfin, c'est vraiment tous les grands principes. C'est-à-dire que la seule chose qu'il faut pour moi distinguer, c'est que quand vous pensez chambre, vous pensez unité. Vous Oui, demandez une unité. Oui, vous pouvez faire des analyses de remplissage sur une chambre, parce qu'une fois que la petite case de la chambre est réservée, elle est réservée. Alors la seule variation qu'il va y avoir, c'est éventuellement s'il y a un extra bed ou si c'est un single ou une double. Hein. On n'est exactement. pas sur des choses énormes. Oui, Mais a priori, vendu, c'est vendu. Sur l'événementiel, c'est beaucoup plus compliqué puisque les formats chambres, il y a des salons qui se connectent, donc oubliez le oui, remplissage. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir combien vous avez vendu. Vous devez vraiment vous baser sur vos chiffres d'affaires et les formats d'événements. Ça, c'est très, très intéressant et c'est les mêmes grands principes. oui. Pour moi, Et d'ailleurs, c'est les mêmes grands principes. dans le groupe, dans lequel j'ai pu faire mes stages de RM, on avait, non seulement des revenue managers, mais une space manager. Alors c'est le Mmh. seul endroit où j'ai connu ça. Et elle était, C'est comme une marrant comme RM. nom. Ça fait un peu, Oui, espace. exactement, mais elle était vraiment dédiée à être hyper pointue et à analyser l'occupation des salles. Donc comme tu dis, c'est exactement le même principe. Et elle, parce que bon, on gérait des congrès, énormes, hein, aussi, c'était pas la même échelle que le groupe, dans lequel j'ai travaillé ensuite, mais oui, elle, c'était l'ARM des salles Mmh. qui nous faisait du forecast d'occupation Ouais. sur, les prévisions sur ça. Mais normalement pas avec exactement les mêmes variables que sur les chambres, tu me C'est confirmes? ça, Ouais. c'est ça. Ça On c'est et et ça c'est très je dis ça parce que pour les hôteliers qui nous écoutent, je pense aussi aux directions, moi, qui me parlent qui ont souvent une logique très clientèle individuelle. Quand oui, ils arrivent avec des problématiques, mais toi tu le sais aussi maintenant, hein, ça mmh, fait, quelques mois que tu c'est pratiques, ça. notre pool de clientèle. Oui. Certains ont des logiques très individuelles et ça ne marche pas sur les groupes et les événements. Oui. Heu, hors chambre. Oui, 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 Je bien vous sûr. parle hors chambre, on est bien d'accord. Oui. Il y a un dernier point, dont on a discuté que j'ai trouvé, très intéressant. Dans ta carrière, tu as eu la chance, d'avoir des gens, qui te proposent et te fassent faire de la formation. Tout à fait. Et ça, c'est assez rare pour le souligner parce que moi-même, par exemple, j'en ai eu très peu. Je pense que j'en ai Oui. eu une. Donc, on peut pas dire que c'était, la folie de la formation. Oui. Mais toi, tu m'as dit que ça t'avait énormément apporté et c'était pas forcément de la formation forcément, centrée que sur le métier pur, de Mmh. commercial ou est-ce que tu veux nous raconter un petit peu, Oui, ta vision sur ça pour oui, nos petits, tout à fait. auditeurs? C'est ça. Alors, je pense que tout ce qui est technique, alors c'est très bien d'avoir des formations, mais ça s'apprend aussi sur le terrain. Et avec des Hem, bons managers exactement. parce Et que, donc, justement, tout c'était sur le management où j'ai eu une formation de plusieurs jours. On était 4 concernés. Alors je suis toujours, mais j'étais en tout début de carrière, quand j'ai pu manager, donc à la base, une stagiaire qui est restée, qui s'est transformée en en employé. contrat CDI par la suite, exactement. Et donc c'était comment pardon, apprendre à être manager tout simplement et adopter une posture managériale qui soit claire. Parce que, dans ce groupe-là, j'ai toujours travaillé toute seule sur mon poste. Alors c'était, enfin toute seule, chapeautée par quelqu'un, mais dans les faits, Oui, j'étais tu étais vraiment, très, très indépendante. ouais.
Alors c'est super, mais alors quand on commence à travailler avec quelqu'un, il faut adapter. Donc c'est là qu'on m'a proposé une formation. J'avais un petit peu demandé, mais c'est venu d'eux, donc ne pas hésiter à le faire. C'est c'est vraiment super important et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, hein, de la personne qui reçoit la formation et puis l'entreprise au final. Mmh. Donc sur le management, nous c'était voilà comment apprendre à travailler avec quelqu'un. Pour moi, ça a été ça. Comment bien s'organiser, comment, déléguer. Ça a été un gros travail. Un gros Ah oui? travail de oui, parce Parce que que parce je que me tu avais justement cette habitude, d'être, c'est ça, c'est ça et alors la chance que j'avais quand même, c'est que la personne, qui m'avait rejointe, j'avais pu faire des entretiens avec elle. Donc elle se reconnaîtra sûrement, on a matché tout de suite. On avait, un peu le même mode de fonctionnement, donc c'est encore une fois, c'était assez, simple, c'était fluide avec elle, mais il fallait que moi, j'apporte la partie, carré, travail. Donc j'ai eu que vraiment un point à creuser, on va dire, par rapport à l'autre. Et c'est quelqu'un qui a été choisi sur ses, savoir-être. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui savait pas du tout, travailler en hôtellerie, il l'avait jamais fait, de sa vie. Moi, je pars un peu du principe que le technique s'apprend, le savoir-faire s'apprend, le savoir-être, aussi, mais moins facilement. Donc ça a été la première chose, c'est d'apprendre à quelqu'un à travailler sur un outil qu'il connaît pas, apprendre à former quelqu'un, apprendre à bien envelopper quelqu'un pour que ça roule sans être, mère nourricière, on va dire et faire à sa place et dévaloriser, au final, ses compétences. Donc oui, ça a Mmh. été un très gros travail. Comment motiver, quels outils, quelles méthodes utiliser. On parlait beaucoup de communication à ce moment-là. Différentes méthodes, alors méthode 10 que moi j'aime bien, où on fait tous nos petites tests de personnalité et cetera, mais c'est un vrai fond derrière, c'est super intéressant. La posture, je sais plus comment ça s'appelle, communication, parent Mais enfant. pour toi, ça a été des vrais outils, qui t'ont permis Ouais, d'appréhender, toute cette partie-là sereinement, quoi, et de pas faire c'est n'importe ça, quoi, j'imagine? c'est ça et puis après réorganiser ma façon de travailler en termes d'outils, de méthodes et ça a été une 2e, grosse partie, ouais. De Mmh. s'organiser, d'avoir une routine, en fait, une routine claire, c'est-à-dire, le lundi à telle heure, on fait un petit brief, tu fais, en fait, moi, je demandais beaucoup de résultats, mais j'allais pas forcément, lui imposer des méthodes de travail. Donc il a fallu quand même en mettre quelques-unes, tout en gardant de la confiance et de la souplesse pour elle de son côté pour, apprendre à travailler à sa manière aussi, hein, c'est important. Je pense qu'il faut pas non plus trop imposer aux gens notre façon de travailler. Il y a plein de bonnes façons de travailler, et le Oui, faire à c'est trouver l'équilibre entre, c'est ça. mettre un cadre, mais laisser de la souplesse à la personne Ouais, de s'exprimer, quoi. Mmh. exactement, exactement. Donc oui, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a rassurée aussi, de me dire, je suis capable de le faire. J'ai vu que, j'ai des bonnes méthodes aussi parce que je le faisais pas tout mal. C'est une bonne nouvelle, mais c'est bien de le voir en formation parce que ça donne confiance. Bon là, sur le management, ça a été, hyper, bénéfique pour moi de prendre confiance de ce côté-là, de me dire: «Je sais faire». Il me manque les bons outils, mais je sais faire. Donc ça, c'était vraiment top. Donc oui, pro-formation, à fond. Il y en a aussi, tu en as fait une autre dont tu m'as parlé, pas mal. Hem, Sur les outils. non, c'était pas sur, la confiance en soi ou, il y avait pas quelque chose comme ça? Oui, bah, ça faisait partie de cette, formation-là. Ah C'était une d'accord. formation de plusieurs jours. Oui, alors on Ah c'était un bon package, quoi. exactement, mais on c'était au point où on devait, faire un petit discours, devant les autres participants, se mettre en scène. Je de mémoire, la coach avait aussi fait beaucoup de théâtre, Ah oui, OK. sur voilà, Donc apprendre elle à avait poser cette sa voix. sensibilité, C'est ça, c'est ça, avoir une posture, et sur la confiance en soi, oui, beaucoup parce que ça va de pair. Il faut prendre confiance aussi pour être performant, dans certains domaines.
Alors j'apprends toujours, hein. J'ai pas comme nous tous, on n'a pas tous 100% confiance en soi, mais vraiment voilà, apprendre à se faire confiance et c'était dans cette formation-là aussi. C'est un gros D'accord. pack, ouais. Tout à fait. Merci Anne-Claire de nous avoir, raconté, toutes tes aventures, Avec tout ce que plaisir. tu as appris, enfin une partie. Oui. Et de toute façon, pour ceux qui sont, clients chez nous, on te retrouve, au quotidien, sur les différents channels de contact. Pour ceux aussi, toujours ceux qui sont chez nous, hésitez pas à nous demander. N'oubliez pas que chez Booking Check, la formation, l'accompagnement, ça fait partie, de nos services inclus. Vous ne payez pas en supplément. Anne-Claire, vous le voyez, a plein de ressources. Il y a énormément de choses sur lesquelles, elle peut, vous aider, à bien vous organiser. Heu et puis on se retrouvera, très vite, sur les ondes. On aura l'occasion de t'entendre à nouveau parce qu'on vous Tout à fait. prépare, des petites surprises au niveau de nos formats, donc restez connectés. Tout à fait. Bonne journée. Bonne journée. À À bientôt. bientôt.